L'électricité est coupée, la maison plonge dans le noir, puis le bruit d'un hélicoptère déchire la nuit. Ce qui s'est passé en Ouganda n'est pas une arrestation, c'est une opération militaire menée comme une extraction ennemie. Un leader de l'opposition est pris chez lui de force, sans destination connue. Quand l'armée coupe le courant avant d'agir, ce n'est pas pour la sécurité, c'est pour l'ombre. Quand une clôture électrique est détruite, ce n'est pas un excès, c'est une préparation. Quand des gardes privés sont violemment agressés sans avoir résisté, ce n'est pas une bavure, c'est un message. Chaque étape indique la même chose, ce moment était attendu. La surveillance par drone n'a pas commencé, cette nuit-là, elle était déjà là. Jour après jour, nuit après nuit, le contrôle précède toujours la disparition. Ce qui rend cet épisode plus dangereux que les précédents, ce n'est pas la violence, c'est le timing. Les résultats électoraux ne sont pas encore officiellement annoncés, mais le principal challenger est déjà neutralisé, pas par un tribunal, pas par une procédure, par l'armée. Quand un pouvoir agit avant la proclamation des résultats, il ne répond pas à une crise, il verrouille une issue. 10 morts sont déjà signalés dans la période post-électorale et pourtant le silence institutionnel reste intact. Le président ne parle pas, le commandement militaire agit. Ce n'est pas une confusion de rôles, c'est une architecture. Quand le chef de l'armée est aussi l'héritier politique potentiel, la ligne entre État et famille disparaît et à ce moment précis, la démocratie cesse d'être un processus et devient un obstacle. Ce qui se joue ici dépasse un homme. Une fois qu'un enlèvement militaire devient acceptable avant l'annonce d'un vainqueur, contester les urnes devient inutile et voter devient symbolique. La question n'est plus de savoir qui a gagné, la question est à partir de quand le résultat n'a plus d'importance. Ce qui se déroule en Ouganda n'est pas improvisé, ce n'est pas une réaction nerveuse à une contestation électorale, c'est une séquence. D'abord, on laisse l'opposition parler. Ensuite, on l'entoure, puis on la surveille, et seulement à la fin, on la fait disparaître. Permettre à Bobi Wine de faire campagne n'était pas une ouverture démocratique, c'était une stratégie de canalisation. Laisser circuler pour mieux cartographier, laisser parler pour mieux mesurer, chaque déplacement observé, chaque discours enregistré, chaque soutien identifié. Le drone au-dessus de sa résidence n'était pas un symbole de dissuasion. C'était un outil de certitude. Quand on surveille sans interruption, on ne cherche pas d'épreuves. On attend le moment. Et ce moment arrive toujours quand le système se sent menacé, pas quand il est contesté, mais quand il risque de perdre le contrôle du récit. Les accusations de résultats manipulés n'ont rien déclenché de spontané. Elles ont validé un scénario déjà prêt. Une fois que le doute s'installe publiquement, le pouvoir n'a plus besoin de convaincre. Il doit seulement empêcher l'alternative d'exister. C'est là que l'armée intervient, pas comme institution neutre, mais comme garant d'une succession. Quand le commandement militaire devient le rempart d'un futur politique familial, le scrutin cesse d'être une compétition. Il devient un risque, et un risque, dans ce type de système, se neutralise. Regardez le modèle régional. En Tanzanie, l'opposition a été neutralisée juridiquement. Procès, charge fabriquée. Temps long, en Ouganda, le choix est différent. Vitesse, choc, incertitude. L'abduction avant l'annonce des résultats n'est pas une erreur de calcul, c'est un verrou psychologique. Si l'opposition gagne, elle est déjà absente. Si elle perd, personne ne peut contester efficacement. Dans les deux cas, le système gagne. Une fois que la population accepte qu'un candidat puisse être retiré physiquement du jeu avant la fin du processus, alors la question de la légitimité devient secondaire et la peur devient structurante. Ce n'est plus une démocratie fragile, c'est une démocratie conditionnelle. Et dans une démocratie conditionnelle, le pouvoir ne se transmet plus, il se conserve. À partir de cet instant, une ligne est franchie, pas symboliquement, structurellement. Quand un opposant est maintenu hors d'atteinte jusqu'à la proclamation officielle, le pouvoir ne cherche plus à gagner, il cherche à rendre toute victoire adverse inopérante. Ce n'est plus une question de fraude électorale, c'est une question de préemption. Si le nom annoncé correspond au scénario attendu, l'opération disparaît dans le silence. Si, contre toute anticipation, l'opposition est déclarée gagnante, le système est déjà prêt à refuser la réalité.
À ce stade, une vérité devient impossible à ignorer. Détenir le candidat, c'est contrôler le résultat, peu importe ce que disent les urnes. C'est ici que le mot change de nature. Ce n'est plus une arrestation politique, c'est une prise de pouvoir militaire indirecte. Quand l'armée décide qui peut ou non accéder à la fonction suprême, elle n'arbitre pas une crise, elle redéfinit le régime. Et cette redéfinition ne s'annonce jamais officiellement, elle s'impose par le fait accompli. Le plus inquiétant n'est pas la possibilité d'un coup d'État classique, c'est l'installation d'un coup d'État silencieux, sans chars dans les rues, sans discours solennel, sans suspension formelle de la Constitution, juste une absence, un homme introuvable, un vide stratégique. Et ce vide est calculé. Si Bobi Wine est libéré après l'annonce, cela signifiera que sa détention n'avait aucune base légale. Si on le maintient, cela signifiera que la victoire populaire est devenue négociable. Dans les deux cas, la démocratie sort perdante. C'est pour cela que la prise de parole d'Ibrahim Traoré n'est pas émotionnelle, elle est positionnelle. Il ne parle pas parce qu'il est indigné, il parle parce qu'il reconnaît le mécanisme, parce qu'il a vu ce que produit le silence prolongé, parce qu'il sait que lorsque l'armée teste une limite et ne rencontre aucune résistance, elle la transforme en norme. Une fois que ce précédent est accepté, d'autres suivront, pas nécessairement en Ouganda, ailleurs. Et à partir de ce moment, l'alternance politique en Afrique ne dépendra plus des bulletins, mais de l'acceptation militaire du résultat. C'est ce futur qui est en train d'être mis à l'essai. Ce qui est testé ici n'est pas seulement la réaction du peuple ougandais, c'est la tolérance collective du continent. Quand un événement aussi lourd se produit sans réponse immédiate et coordonnée, le message envoyé est clair, ce type d'intervention est négociable. Le silence n'est jamais neutre, il agit comme une validation différée, les institutions régionales observent, les dirigeants observent. Et surtout, les appareils sécuritaires observent. Ils notent ce qui provoque une réaction, ils mémorisent ce qui passe sans conséquence. Une fois que l'enlèvement d'un leader d'opposition avant la fin d'un processus électoral ne déclenche ni sanction immédiate, ni isolement politique, alors ce mode opératoire devient reproductible. Pas comme une exception, comme une option. C'est là que la dimension systémique apparaît. Ce n'est plus une affaire ougandaise, c'est un précédent africain. L'armée n'est plus seulement garante de l'ordre constitutionnel, elle devient arbitre du calendrier politique, elle décide quand la compétition commence et surtout quand elle s'arrête. À ce stade, la figure d'Ibrahim Traoré s'efface progressivement derrière ce qu'elle incarne, la prise de conscience que le problème n'est pas un homme, mais une architecture de pouvoir qui se répète. Quand il appelle à une libération immédiate, ce n'est pas un appel humanitaire, c'est une tentative de couper la chaîne avant qu'elle ne se solidifie, car une fois que les chefs militaires comprennent qu'ils peuvent agir avant les institutions civiles, ces dernières deviennent décoratives. Le plus dangereux n'est pas la violence visible, c'est la normalisation. Quand les citoyens commencent à se demander non pas si leur vote compte, mais si l'armée acceptera le résultat, le contrat démocratique est déjà rompu. Et ce type de rupture ne provoque pas toujours une explosion immédiate, il crée une accumulation, frustration, colère contenue, perte de confiance, jusqu'au moment où la société cesse de croire à la réforme et bascule vers des formes de confrontation plus radicales. Ce point de bascule n'est jamais annoncé. Il arrive après que trop de lignes ont été franchies sans réponse. C'est ce seuil que l'Ouganda approche dangereusement. Il faut maintenant regarder les scénarios, non pas comme des hypothèses théoriques, mais comme des trajectoires déjà en mouvement. Premier scénario, la situation est acceptée. Bobi Wine reste détenu jusqu'à l'annonce officielle. Le résultat est proclamé. La contestation est fragmentée. La communauté internationale exprime une préoccupation, puis passe à autre chose. Dans ce cas, un principe est acté. L'armée peut suspendre un acteur politique clé sans en payer le prix. À partir de là, l'élection cesse d'être un mécanisme de choix. Elle devient un rituel. Le pouvoir réel ne se joue plus dans les urnes, mais dans les états-majors. Ce scénario ne stabilise pas le pays. Il le fige. Deuxième scénario, la libération intervient, mais tardivement. Le message est alors plus subtil, mais tout aussi destructeur. On montre que la détention était possible, on montre qu'elle n'a été levée que par calcul, la loi apparaît flexible. La peur, elle, reste. Dans ce cas, la démocratie survit formellement, mais elle est vidée de sa substance. Le précédent demeure, la prochaine crise ira plus loin. Troisième scénario, contre toute attente, Bobi Wine est déclaré vainqueur alors
alors qu'il est encore détenu. C'est le scénario de rupture. À ce moment précis, la détention ne peut plus être justifiée politiquement. Elle devient un acte de force pure. Le refus de libérer équivaut à une prise de pouvoir militaire indirecte, sans communiqué, sans proclamation, sans drapeau hissé, juste un fait. Le choix populaire est bloqué par la force armée. Ce scénario place l'armée devant un dilemme historique, libérer et accepter de perdre le contrôle du processus ou maintenir et assumer un basculement de régime. Il n'existe pas d'issue neutre. Quatrième scénario, la pression interne explose quand une population comprend que le vote ne protège plus. Elle cherche d'autres leviers, la rue, la désobéissance, la confrontation. Ce scénario est le plus coûteux, pas seulement en vies humaines, en fractures durables. Ce que beaucoup de systèmes oublient, c'est que la répression ne supprime pas la demande de changement, elle la transforme. À ce stade, chaque décision prise aujourd'hui écrit une décennie à venir. Ce qui se joue en Ouganda n'est pas une crise ponctuelle, c'est un test grandeur nature de la capacité du continent à fixer des lignes rouges. Et ces lignes, soit elles sont défendues maintenant, soit elles disparaissent. À ce stade, la question n'est plus morale, elle est stratégique. Quand un système politique accepte que l'armée anticipe le résultat d'un scrutin, il renonce à l'idée même d'alternance. Et sans alternance crédible, le pouvoir ne se corrige plus, il se protège. Ce que beaucoup sous-estiment, c'est le coût à long terme de cette protection. Un régime qui dépend de la force armée pour se maintenir doit constamment prouver qu'il peut l'utiliser. La surveillance devient permanente, l'intimidation devient routinière, la coercition devient administrative. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme un signal, non pas de solution, mais d'alerte. Il ne parle pas parce qu'il se place au-dessus, il parle parce qu'il sait qu'une fois qu'un précédent est établi, il circule. Aujourd'hui, c'est l'Ouganda, demain, un autre pays. Toujours avec les mêmes justifications, toujours avec les mêmes méthodes. Ce cycle ne se brise pas par des communiqués, il se brise par des coups. Lorsque les chefs militaires comprennent que certaines actions entraînent un isolement réel, des sanctions ciblées, une perte de légitimité internationale et régionale, ils recalculent. Sans cela, le calcul reste favorable à l'intervention. Le vrai danger n'est pas la disparition temporaire d'un leader, c'est la transformation progressive des armées en arbitres politiques officieux. À partir de ce moment, les constitutions deviennent conditionnelles, les élections deviennent contingentes et la citoyenneté devient fragile. Ce type de système peut durer, mais il ne se réforme pas, il s'épuise, et quand il s'épuise, il ne tombe pas doucement, il implose. C'est ce futur que l'Afrique doit regarder en face, pas avec émotion, avec lucidité, car chaque silence d'aujourd'hui est une justification de demain. Il reste une question que beaucoup évitent volontairement. Pourquoi ce moment précis? Ce n'est pas la popularité de l'opposition qui déclenche ce type d'action. C'est la perte de contrôle sur la succession. Quand un pouvoir ne sait plus garantir sa continuité par des mécanismes civils, il bascule vers les mécanismes sécuritaires. La filiation politique n'est jamais annoncée comme telle. Elle se prépare, elle se protège, et quand elle est menacée, elle se défend. C'est là que le rôle du commandement militaire devient central, pas comme institution nationale, mais comme assurance personnelle. Une armée placée dans cette position ne peut plus rester neutre, elle est structurellement impliquée. À partir de ce point, le débat public devient secondaire. Ce qui compte, c'est la capacité à verrouiller l'issue. Les discours sur la stabilité, la sécurité, la paix ne servent plus à convaincre, ils servent à justifier, et cette justification fonctionne tant que le coût reste supportable, mais ce calcul ignore une variable fondamentale, la génération. Les jeunes électeurs ne réagissent pas comme leurs aînés, ils ne voient pas la stabilité comme une récompense, ils la voient comme une dette. Quand cette génération comprend que le système est fermé, elle cesse d'y investir, pas forcément par la violence immédiate, mais par le retrait, le rejet, la rupture. C'est ce type de rupture qui fragilise les États sur le long terme, pas les manifestations spectaculaires, la désaffection silencieuse. Ce que révèle l'épisode ougandais, ce n'est pas seulement une crise de pouvoir, c'est une crise de transmission. Et une crise de transmission ne se règle pas par la force, elle s'aggrave. Chaque jour où la situation reste inchangée renforce l'idée que le système n'écoute plus. Et quand un système n'écoute plus, Clémentin, il finit par ne plus être entendu.
Il n'y a plus de marge pour l'ambiguïté. Ce qui se joue à maintenant, ce n'est pas la carrière d'un homme, ni même l'issue d'une élection, c'est la frontière entre le pouvoir civil et la force armée. Une fois que cette frontière est franchie, elle ne se referme pas seule. Si la détention est maintenue, le message est clair, le vote peut être suspendu. Si la libération intervient sans conséquence, le message est tout aussi clair, cela peut être recommencé. Et si le continent choisit de regarder ailleurs, alors il accepte que ce modèle se diffuse, il n'y a pas de neutralité possible. L'acceptation, le refus ou le silence produisent chacun un avenir différent. Mais tous ont un prix. Ce moment exige plus que des déclarations. Il exige une mémoire, car les systèmes qui survivent le font toujours grâce à l'oubli collectif. La vraie question n'est pas si la démocratie est menacée, elle l'est déjà. La question est de savoir combien de fois ce seuil devra être franchi avant qu'il ne soit considéré comme normal. À ceux qui écoutent, il ne s'agit pas de choisir un camp, il s'agit de refuser un précédent, parce qu'une fois qu'une armée apprend qu'elle peut décider du moment où un peuple choisit, ce pouvoir ne se rend jamais volontairement. C'est maintenant que la ligne se trace ou qu'elle disparaît.